Un policier blanc ment au sujet d'un homme noir devant le tribunal, ne sachant pas qu'il est un Navy SEAL de haut rang. Les épaisses portes en chêne du palais de justice du comté de Franklin s'ouvrirent en grinçant lorsque Tyrone Maddox entra. Ses chaussures noires cirées claquèrent sur le sol en marbre à un rythme plus intense qu'il n'aurait dû. L'odeur âcre du vernis se mêlait au musc séculaire des ouvrages juridiques et du vieux bois. Il portait un costume gris uni, trop bien ajusté pour être bon marché, mais sans la moindre vanité. Ses larges épaules, sa posture droite, le pas lent et posé avec lequel il avançait vers la table de la défense, tout cela attirait l'attention sans la demander. Il n'avait besoin ni d'applaudissements ni de sympathie. Il n'était pas là pour gagner les cœurs. Il était là pour conquérir quelque chose de bien moins fragile, la vérité. À mesure qu'il avançait, les têtes se tournaient, ni par admiration, ni même par curiosité, mais par quelque chose de plus profond. C'était comme si les gens percevaient quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Il émanait de lui une force contenue, comme un ressort hélicoïdal ou une lame dans son fourreau. Ce n'était pas seulement sa présence physique, même si cela aidait. C'était la tempête contenue dans ses yeux, un feu froid qui vacillait juste sous la surface. Cela déstabilisait même les avocats les plus expérimentés, obligeait les huissiers à se redresser légèrement et obligeait les journalistes à tâtonner avec leur matériel pour capturer un visage déjà devenu un symbole. Devant le palais de justice, des cars de presse bordaient le pâté de maisons, des câbles serpentant sur les trottoirs, des micros flottant comme des drapeaux. Des manifestants, pancartes à la main, se tenaient côte à côte, scandant des slogans, réclamant une justice qui avait longtemps échappé aux hommes ressemblant à Tyrone. Pas d'armes, pas de menaces, pas de justice, répétaient-ils, leur voix à peine étouffée par les épais murs du palais de justice. Mais à l'intérieur, c'était plus calme, pas silencieux, jamais ça, mais chargé d'un non-dit. Les lumières rouges des caméras de la salle d'audience clignotaient sans interruption. Des yeux impassibles capturant chaque tressaillement musculaire, chaque lueur de doute ou de conviction. Les mains de Tyrone restèrent jointes tandis qu'il prenait place à côté de son avocat, Jonathan Ellis. Ellis, à peine trentenaire, était maigre et pâle, la mâchoire crispée dès que le juge Stanley Rourke s'éclaircissait la gorge. Il s'était forgé une réputation de tenace, peut-être trop idéaliste pour la politique judiciaire du comté de Franklin. Pourtant, il avait accepté l'affaire, sachant pertinemment que les chances étaient truquées dès le départ. Et plus il observait le fonctionnement du tribunal, plus il était convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une procédure judiciaire, mais d'un sacrifice rituel. Tyrone était accusé d'avoir agressé l'agent Brad Alter lors de ce que l'État décrivait comme un contrôle routier de routine. L'accusation s'était répandue dans tout le pays en quelques heures, attirant les foudres des deux camps politiques. Selon le rapport de police initial, Alter s'était approché du véhicule après avoir remarqué un feu arrière cassé. En quelques minutes, Tyrone serait devenu hostile, dégainant une arme, bien qu'aucune n'ait jamais été retrouvée, et tentant de se jeter sur l'agent. Alter affirmait craindre pour sa vie. Les images de la caméra piéton ont été brusquement coupées au milieu du contrôle. Le reste de l'incident ne résumait que des propos contradictoires. Deux soi-disant témoins oculaires se sont présentés, leur version parfaitement cohérente. Pourtant, aucun d'eux ne s'était manifesté avant que les médias locaux ne commencent à dépeindre Tyrone comme agressif. L'accusation a rapidement intégré leurs témoignages au récit, les désignant comme des renforts. La caméra piéton de Alter, qui aurait dû être la clé de la vérité, s'est éteinte exactement 33 secondes avant l'agression présumée. Le ministère public a invoqué un dysfonctionnement technique, une expression que Tyrone avait déjà entendue, stérile, sans vie, un masque pourri. Dès le premier coup de marteau, le ton était donné. Le juge Stanley Rourke présidait le tribunal tel un maître de plantation en robe. Sa voix était grave, mais brouillée par les sons, avec un mépris à peine dissimulé. Homme blanc d'une 60aine d'années, il avait été réprimandé pour des remarques faites lors de la détermination de la peine.
mais avait réussi à conserver son poste grâce à des amis haut placés. Aujourd'hui, il a rejeté la demande de Tyrone de témoigner en premier. Il prétendait qu'il s'agissait d'un choix procédural, mais tout le monde dans la salle savait de quoi il s'agissait réellement, du contrôle. Il n'avait aucune intention de laisser cet homme s'approprier son propre récit. L'accusation, menée par le procureur adjoint Clint Myers, était tout aussi complice. Il avançait avec l'assurance d'un homme fort, d'une armure politique. Tout le monde dans le circuit judiciaire local connaissait ses liens avec le sénateur Roland Decker, un homme qui avait bâti sa carrière sur des politiques de sifflement à chien et des discours sur le rétablissement de l'ordre public. Decker n'avait jamais caché sa conviction que la criminalité urbaine était une maladie et que des personnes comme Tyrone en étaient les vecteurs. Myers était sa pièce d'échec au tribunal. L'affaire contre Tyrone était le dernier coup d'une longue partie qui n'avait rien à voir avec la vérité. Ellis sentit le mur se refermer très tôt. Chaque objection qu'il souleva fut rapidement rejetée. Chaque élément à décharge qu'il tenta d'introduire fut remis en question quant à sa pertinence. Même la sélection du jury avait été soigneusement préparée. Le jury final comprenait 9 jurés blancs, dont 6 étaient des retraités du comté rural de Lincoln, des personnes statistiquement plus susceptibles de sympathiser avec les forces de l'ordre qu'un homme noir inconnu dans un tribunal urbain. La défense s'était battue avec acharnement, mais chaque demande de diversification du jury avait été rejetée sous prétexte de alignement démographique. Alors que la journée avançait, Ellis observait l'expression du juge. De petits hochements de tête presque imperceptibles à chaque intervention de Myers. À un moment, lorsqu'Ellis tenta de soumettre une vidéo granuleuse d'un témoin ayant filmé une partie de la scène à distance, Rourke la rejeta, la jugeant manquante de clarté. Les preuves importèrent peu, la vérité importait peu. C'était une question de pouvoir, et Tyrone était censé perdre. Mais malgré tout, Tyrone resta immobile. Il ne broncha pas à l'annonce du jury. Il ne tressaillit pas lorsque les soi-disant témoins récitèrent leurs répliques. Pendant la pause déjeuner, tandis qu'Ellis faisait les 100 pas, frustré, Tyrone était assis à la table de la défense, le regard fixé devant lui comme s'il voyait quelque chose à des kilomètres au-delà des murs qui l'entouraient. Lorsqu'Ellis finit par s'affaler à côté de lui et murmura que le système les étranglait lentement, Tyrone se pencha légèrement. Sa voix, à peine audible, avait plus de force qu'un cri. « Ils n'ont aucune idée de qui je suis. » Ellis cligna des yeux, confus. Tyrone soutint son regard, les yeux fixes, inébranlables. Jouer la carte du long terme. Ellis ne comprit pas bien ce que cela signifiait au début. Mais il le vit à la façon dont Tyrone croisa les mains, se cala confortablement et attendit comme un homme qui avait déjà planifié les 5 prochains coups d'une partie que personne d'autre ne comprenait. À la reprise des audiences, l'agent Halter prit la parole. Il entra avec l'assurance de quelqu'un habitué à être cru. Son uniforme était fraîchement repassé, son badge brillait sous les projecteurs et il se tenait avec un air d'autorité morale. Il se lança dans son récit avec une cadence maîtrisée. Il dit que le contrôle routier avait commencé normalement, mais que la situation avait rapidement dégénéré. Il affirma que Tyrone était devenu erratique, argumentatif. Puis, selon Halter, Tyrone marmonna quelque chose de menaçant. Des mots qui, selon Halter, avaient réveillé son entraînement. Il dit que Tyrone s'était précipité. Il a dit qu'il avait tendu la main vers sa ceinture. Il a dit qu'il craignait pour sa vie et qu'il devait réagir en conséquence. Le jury observait attentivement. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Halter les regardait droit dans les yeux écarquillés, exprimant une sincérité exemplaire. Le juge s'est adossé à sa chaise, hochant la tête presque imperceptiblement, mais Tyrone ne réagit pas. Pas d'indignation, pas de soupir. Il resta immobile. C'était ce calme, plus que tout, qui les perturbait. Ni la défiance, ni la reddition. Quelque chose entre les deux, comme un soldat attendant des ordres. 2 semaines plus tôt, dans une suite silencieuse du 9e étage de l'hôtel Langston à Washington, D.C.,
La porte s'était refermée avec un léger clic derrière le sénateur Roland Decker. L'épaisse moquette étouffait ses pas, tandis qu'il s'approchait de la table basse, où un homme en uniforme de marine amidonné attendait, la posture droite comme un piquet, le regard fixé vers l'avant. L'homme, dont la poitrine était ceinte de rubans et le visage marqué par l'expérience du combat, ne salua pas, ne dit rien, juste un dossier en papier kraft scellé. Decker le prit sans un merci, sans même un regard. Il n'avait pas besoin de regarder à l'intérieur. Il savait déjà ce qu'il contenait. À l'intérieur du dossier se trouvaient des documents capables de faire taire une salle. Des journaux de mission classifiés, des dossiers censurés, des rapports de félicitations signés sous l'autorité présidentielle. Tyrone Maddox, Navy SEAL de premier plan. 19 opérations secrètes. 3 libérations d'otages confirmées. 2 complots terroristes déjoués, plusieurs assassinats pour la défense du personnel diplomatique américain, une habilitation psychologique pour des négociations à haut risque, un leadership tactique reconnu par le commandement des opérations spéciales interarmées. Mais rien de tout cela n'aurait d'importance si le système fonctionnait comme Decker l'espérait. 3 semaines avant son arrestation, Tyrone avait signalé un programme illégal de détournement d'armes intégré à une chaîne d'approvisionnement liée au bureau de Decker. Tyrone avait découvert des caisses de fusils AR modifiés détournés vers des exercices d'entraînement pour les services de police de petites villes comme celui du comté de Franklin, où ils avaient disparu des stocks sous une comptabilité douteuse. Tyrone ne s'était pas contenté de signaler l'incident. Il avait transmis les preuves aux auditeurs militaires internes et, par un canal crypté, à des journalistes d'investigation. Mais quelqu'un avait intercepté le signal. Le contrôle routier effectué par l'agent Alter n'avait jamais été aléatoire. Il s'agissait d'une manœuvre minutée. Une manœuvre destinée à provoquer, discréditer et neutraliser une menace sans balles. Tyrone n'avait pas joué le jeu. Et maintenant, on essayait de l'effacer par la paperasse, les manipulations et la lenteur de la procédure judiciaire. De retour dans le comté de Franklin, la tension était palpable dans la salle d'audience. L'agent Alter concluait son témoignage, la voix aiguë, chaque mot prononcé avec soin, entrecoupé de pauses conçues pour susciter l'émotion. Il décrivait Tyrone comme agressif, dérangé, dangereux. Il affirmait que Tyrone s'était jeté sur lui, le regard hagard, menaçant de violence. Alter se pencha en avant, fixant le jury du regard, ses lèvres se retroussant en un mince sourire narquois, maîtrisé. Il affirmait que Tyrone avait dit « Vous pensez pouvoir m'arrêter ?» C'est à ce moment-là qu'il a agi, insista-t-il. Il craignait pour sa vie. Des murmures s'élevèrent parmi les bancs. Quelques jurés prirent des notes à la hâte. D'autres semblaient sidérés. Le juge Rourke s'agita légèrement dans son fauteuil en cuir à haut dossier, les yeux plissés derrière ses lunettes sans monture. Mais une légère pointe de satisfaction trahissait sa mâchoire. Ellis ne broncha pas. Il attendit que Alter ait terminé, laissa le silence s'installer, puis se leva lentement pour le contre-interrogatoire. Ses mouvements étaient mesurés, réfléchis, suscitant l'impatience. Il observe l'agent un long moment avant de parler. Puis, d'une voix égale et calme, il posa la question qui fit changer d'avis la pièce. L'agent Alter savait-il que la caméra piéton s'était éteinte juste avant la prétendue menace? Alter hésita, une seconde de trop. Il remua sur son siège. Il affirma ne pas contrôler la caméra. Les dysfonctionnements techniques ne relevaient pas de sa compétence. Ellis hocha la tête comme s'il s'attendait au mensonge. Puis il sortit un journal de maintenance imprimé et le déposa sur l'écran d'épreuve. 2 semaines avant l'incident, Alter avait approuvé une mise à jour du micrologiciel. La même mise à jour conçue pour supprimer la possibilité de désactiver manuellement la caméra piéton lors des rencontres en direct. Ellis reporta son regard sur l'agent non pas avec accusation mais avec incrédulité. Alors, selon Alter, la caméra s'éteignit d'elle-même, juste au moment où Tyrone aurait proféré la menace, juste au moment où la seule preuve aurait pu être recueillie. Le silence fut assourdissant. Puis vint l'interruption. « Passez à autre chose, maître », lança le juge Rourke d'une voix sèche,
une pointe d'impatience dans la voix. Ellis soutint le regard du juge un instant plus longtemps que nécessaire, mais obtempéra. Il recula, et l'air de la pièce lui parut chargé. Quelque chose bougeait sous la surface, un courant invisible prêt à se rompre. Puis, sans qu'on le lui demande, Tyrone se leva. Ses mouvements n'étaient ni brusques ni menaçants, juste calmes, posés. Pourtant, ils provoquèrent une onde de choc dans la salle d'audience. Des têtes se tournèrent, des murmures s'élevèrent. L'huissier a instinctivement saisi sa ceinture. Ellis a réagi promptement, demandant à son client la permission de fournir un témoignage pour clarifier son contexte. Il a déclaré que cela aiderait le tribunal et dissiperait toute confusion concernant la description de Halter. Le juge Rourke ne fit même pas semblant d'y réfléchir. Demande rejetée. Mais l'instant était déjà hors de son contrôle. Les portes arrière de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Le bruit résonna sur les murs lambrissés comme un coup de fusil. Toutes les têtes se tournèrent lorsqu'un homme en uniforme de la marine descendit l'allée. L'éclat des étoiles argentées sur ses épaules annonçait son autorité. Sa démarche était assurée, calme, déterminée. Il n'y avait aucune hésitation dans son regard lorsqu'il s'approcha du banc et déposa une pochette devant le juge. Les murmures s'éteignirent instantanément. Les caméras zoomèrent. L'homme s'identifia, non pas par son grade, mais par l'autorité du secrétaire à la marine. En vertu de l'ordonnance 553 du SECNAV, annonça-t-il, ce tribunal était désormais en possession de documents fédéraux protégés concernant le commandant Tyrone Maddox. Leur contenu fut autorisé à être divulgué pour des raisons de nécessité judiciaire et d'intérêt public. Le juge cligna des yeux, perdu un instant. « Qui avez-vous dit ?» demanda-t-il, le visage décoloré. L'officier se tourna vers la salle d'audience. L'homme jugé, expliqua-t-il, n'était pas seulement un citoyen. C'était un SEAL décoré, un homme qui avait mené des opérations d'extraction à l'étranger sous des tirs hostiles, désamorcé des crises internationales et servi cette nation avec distinction. Son identité avait été scellée pour protéger les opérations en cours, mais l'instrumentalisation du système judiciaire contre lui força la main de la marine. Un souffle collectif sembla retenu. Les jurés se regardèrent, perplexes. L'officier Halter était figé sur son siège. Les doigts du procureur tressaillirent. Tyrone parla enfin. Pas fort, mais ferme. Sa voix avait ce timbre caractéristique de quelqu'un qui avait passé du temps à commander des hommes au milieu du chaos. Il parla de balles, de décombres, d'enfants écrasés sous le poids des immeubles effondrés à Kaboul qu'il avait portés de ses propres mains. Il parle d'ordres suivis, de missions accomplies, de drapeaux repliés sur les cercueils d'hommes qu'il appelait ses frères. Puis, avec une gravité tranquille, il se tourna vers le jury. Et maintenant, il était assis dans une salle d'audience, accusé d'avoir menacé un homme qui avait menti, protégé par un système conçu pour le croire. La salle d'audience garda un silence insupportable, puis les murmures revinrent, plus forts cette fois. Une jurée porta la main à sa bouche. Une autre se pencha en arrière, visiblement secouée. Même l'huissier jeta un coup d'œil au juge, incertain. Le sénateur Decker, assis à une place réservée au fond de la salle, serra les mâchoires. Ce n'était pas le scénario. Cela n'était pas censé être rendu public. Tyrone venait de renverser la situation. Et pour la première fois depuis le début du procès, Ellis s'autorisa l'ombre d'un sourire. Le long jeu avait commencé. La révélation bouleversa tout. Devant le palais de justice, les quarts de reportage se groupaient comme des vautours flairant le sang. Des antennes paraboliques pointaient vers le ciel, transmettant des titres qui changeaient à chaque seconde. Un Navy SEAL décoré piégé? Héros ou suspect? Bombe judiciaire, des liens militaires classifiés dévoilés. Les fils Twitter s'enflammèrent de hashtags portant le nom de Tyrone Maddox, certains en soutien, d'autres exigeant des réponses. Les journalistes se frayèrent un chemin jusqu'aux marches du bâtiment, les flashs des appareils photos s'allumant comme des coups de feu, tentant d'apercevoir l'homme désormais au cœur d'une tempête nationale. À l'intérieur, cependant, le chaos ne commença pas avec le public. Il commença au cœur même de la salle d'audience. Le procureur Clint Myers avait pâli. Ce n'était plus le procureur sûr de lui qui se pavanait,
avec une aisance impeccable, mais un homme accroché à un radeau dans des eaux montantes. Il fit signe au banc de faire une demande immédiate. Le juge Rourke, le visage crispé, entre peur et calcul, hocha la tête presque imperceptiblement et accepta le huis clos, invoquant la sécurité nationale. La salle d'audience se vida dans un silence d'urgence. Les huissiers verrouillèrent les portes. La presse et le public furent évacués d'une main ferme et à voix basse. Les seuls qui restaient étaient ceux qui étaient désormais enterrés trop profondément pour pouvoir en sortir proprement. Derrière les portes de chêne scellées, la véritable histoire commença à se dévoiler. À peine le juge était-il assis que son greffier lui signala un appel sécurisé sur la ligne privée du cabinet. Il s'excusa et se dirigea vers la pièce voisine, la voix déjà tendue avant même que le combiné ne touche son oreille. La voix du sénateur Decker résonna comme un sifflement voilé. Il ne s'embarrassa pas de civilité. Il ne posa pas de questions. Il donna des ordres. Faites disparaître tout ça. Ne le laissez pas témoigner. Le ton n'était pas anxieux. Il était furieux, trahi. Decker ne se souciait ni de culpabilité ni d'innocence. Il se souciait d'être exposé. Le juge Rourke revint, calme mais bouleversé. Ce qui avait été dit au cours de cette conversation le hantait comme une ombre accrochée à sa robe. La salle attendait dans un silence gêné. Puis vint la lecture du dossier. Ce n'était pas seulement un compte rendu de service. C'était une chronique de sacrifice gravée à l'encre confidentielle. Ellis le lut comme on dévoile un parchemin sacré. Opération Scythe. L'extraction en solitaire d'un diplomate coincé dans un complexe en ruine à Tripoli. Écho noir. L'infiltration de Tyrone dans un camp de seigneurs de guerre hautement sécurisé pour récupérer un journaliste pris en otage. La chute du Titan. La mission qui a mal tourné en Syrie, où Tyrone est resté 3 jours derrière les lignes ennemies, permettant à un convoi entier de civils de s'échapper. Chaque ligne dressait le portrait d'un homme dont la vie s'était mesurée en acte de défiance envers la mort. Chaque mission, agrémentée de félicitations, avait été déclassifiée quelques heures seulement avant l'audience, sur ordre direct du secrétaire à la marine. Et puis il y avait la lettre. Signée par l'ambassadeur Thomas Whitmore, elle détaillait le moment où Tyrone l'avait protégé lors d'une frappe de mortier devant un consulat libyen, subissant des blessures mais refusant l'évacuation tant que tous les autres membres de l'équipe diplomatique n'étaient pas en sécurité. L'ambassadeur le qualifiait de « gardien sans aile », mais d'une valeur inestimable. La salle retenait son souffle. L'agent Alter, autrefois posé et suffisant, s'était recroquevillé sur son siège, sa présence désormais à peine perceptible depuis la chaise sous lui. Sa posture avait perdu toute force, ne laissant qu'une carapace trop exposée pour se cacher. Il avait témoigné sous serment contre cet homme. Et maintenant, ce témoignage, déjà fragile, s'était complètement effondré. Une enquête approfondie sur les accusations de parjure était inévitable, mais le plus grand tremblement n'avait pas encore frappé. Tyrone releva lentement la tête, le regard fixe, la voix égale, tandis qu'il annonçait que 2 semaines auparavant, un dossier scellé avait été remis au sénateur Decker. Il contenait tout ce qui venait d'être présenté, mais plus encore. Il contenait également un rapport qu'il avait rédigé. Le genre de rapport rédigé non pas par peur, mais par défi. Il détaillait la collusion systématique entre les agents de l'État et les agents fédéraux au sein d'un même département qui prétendaient désormais obtenir justice. Il citait des noms, il documentait des procès-verbaux d'arrestation falsifiés, des fuites audio de réunions à huis clos. Cela révélait un système de coordination entre des fonctionnaires utilisant une surveillance illégale, ciblant les lanceurs d'alerte et protégeant des agents corrompus derrière un mur de silence mutuel. Et tout cela avait été enterré. Il sortit le 2e dossier et le tendit à l'huissier. Épais, relié, officiel. Pas un accessoire, mais une lame. La réaction ne fut pas bruyante. Pire encore, elle fut instantanée et muette. Le juge se raidit. Les lèvres de l'avocate Meyers s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Ellis
habituellement imperturbable, se pencha en avant, l'incrédulité se transformant en admiration. Même le greffier, qui avait tapé des heures de procédure avec un rythme détendu, marqua une pause. Ellis murmura dans sa barbe, non par réprimande, mais par révérence. Tyrone avait toujours porté la vérité en lui, non pas pour manipuler, ni pour marchander, mais pour montrer, pour laisser le mensonge prendre forme avant de le couper d'un seul geste. Tyrone ne lui rendit pas son regard, son visage était dur, solennel. Ce n'était pas le triomphe qu'il arborait, c'était la lassitude. Le juge a suspendu l'audience presque immédiatement. La salle s'est à nouveau vidée, mais cette fois sous une atmosphère non pas de routine judiciaire, mais de terreur silencieuse, de celle qui s'installe lorsque le pouvoir sent qu'il perd son emprise. Cette nuit-là, la guerre commença pour de bon. Peu après minuit, le bureau d'Ellis, situé dans l'ancien bâtiment juridique de Brixton, fut cambriolé, non pas saccagé, mais ciblé. Les tiroirs de son bureau étaient intacts. En revanche, son classeur sécurisé avait été forcé. Les documents relatifs à l'affaire Maddox, copie du dossier classifié, copie imprimée du rapport de collusion, notes personnelles, avaient disparu. Les caméras de sécurité avaient été désactivées. Aucune trace d'effraction devant le bâtiment. L'attaque avait été chirurgicale. Mais il était déjà trop tard. Ellis l'avait anticipé. Quelques heures avant le cambriolage, il avait envoyé des copies numériques à 4 médias différents. Le New York Times, le Washington Post, le Guardian et ProPublica. Chacun avait reçu un dossier complet, état de service, lettre de l'ambassadeur, rapport de corruption et transcription scellée dont la diffusion était différée. Des copies de sauvegarde se trouvaient sur un disque dur, crypté distant, avec instruction de publication si l'accès n'était pas rétabli dans les 48 heures. Et quelqu'un avait tenté de devancer ce chronomètre. Ailleurs, quelqu'un avait piraté le système interne du tribunal. Certaines entrées du rôle avaient été effacées. Les numéros d'affaires avaient été supprimés. Les journaux d'accès avaient été modifiés. La trace de la signature numérique indiquait un lieu masqué, mais les analyses médico-légales allaient bientôt le démêler. Au matin, la nouvelle de la brèche s'était répandue. Le greffier du tribunal avait démissionné. 2 membres du personnel avaient été réaffectés sans préavis. L'huissier qui avait initialement escorté Tyrone a été soudainement muté dans un autre district. Le procureur Clint Myers n'était pas disponible pour commenter. Un journaliste local avait entendu dire que son bureau avait été temporairement scellé pour audit interne, et puis le marteau est tombé. Un juge fédéral, nommé par le tribunal de district des États-Unis pour la division Est, était en route, non pas pour observer, pour prendre la relève. La juridiction avait changé du jour au lendemain. Le temps que les portes de la salle d'audience se rouvrent, les drapeaux avaient changé. Le sceau du ministère de la Justice accompagnait désormais l'emblème de l'État. Des marshals fédéraux remplacèrent les officiers du comté. Le juge Rourke n'était pas présent. Aucune explication ne fut donnée. Dans le couloir, Ellis ajusta sa cravate, observant Tyrone avec une résolution tranquille. Tyrone se tenait droit. Non pas un homme innocenté, mais un homme qui avait survécu à l'incendie. Et quelque part, derrière des paies mûres et des serveurs cryptés, un sénateur commença à se laver les mains, trop tard. Le jugement était rendu. 3 jours plus tard, la tension montait dans la salle d'audience, mais elle était désormais d'un autre ordre. Fini les murmures d'incrédulité et les menaces voilées. Un silence solennel et mordant s'installa. Un nouveau juge fédéral occupait le siège, sa présence austère, indifférente à la politique locale. Le jury avait été discrètement dissous plus tôt dans la matinée, son service jugé inutile dans ce qui n'était plus seulement un procès, mais un jugement. Les caméras étaient interdites. Les spectateurs étaient surveillés de près. L'affaire avait été reclassée sous juridiction fédérale, non plus une poursuite locale, mais une enquête fédérale sur la corruption systémique. Les conséquences furent immédiates. L'agent Halter, autrefois fier de son uniforme, fut arrêté sur le champ, stupéfait et résistant,
tandis que les agents le menottaient devant une salle d'audience silencieuse. Accusation, parjure et obstruction à la justice. Personne ne le regarda dans les yeux, ni la presse, ni ses anciens collègues, ni même le procureur de la République. Clint Myers avait déjà remis sa démission quelques heures avant la reprise des audiences. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'immunité lui aurait été offerte en échange de sa coopération, mais personne ne pouvait le confirmer. Tout ce que l'on savait, c'est que son bureau avait été vidé à midi. Le sénateur Roland Decker, autrefois intouchable dans ses costumes sur mesure et son air narquois et confiant, n'était pas présent. Il n'avait pas besoin d'être présent. L'assignation à comparaître avait été émise publiquement et bruyamment, comme un coup de feu tiré dans les couloirs polissés du pouvoir. La foule à l'intérieur, bien que contenue, sentit le changement d'attitude. Ce qui avait commencé comme un procès destiné à briser un homme avait révélé des fractures qui traversaient les fondements mêmes du système judiciaire. Et puis, alors que tous les regards se tournaient vers lui, Tyrone se releva. Il ne sourit pas. Il ne soupira pas de soulagement, ni ne lança un regard noir. Au contraire, il parla avec le calme et la gravité d'un homme qui avait porté des vérités plus lourdes que des balles. « Il y avait une maladie, expliqua-t-il, une pourriture qui se cachait derrière les drapeaux et les protocoles, utilisant le patriotisme comme un bouclier pour la lâcheté. Ils mentaient, non pas parce que la vérité était obscure, mais parce qu'elle menaçait leur emprise. Et ceux qui s'opposèrent à ce mensonge, ils étaient punis, réduits au silence, enterrés, mais pas lui, pas cette fois. Il ne crierait pas, ne supplierait pas qu'on lui reconnaisse ses torts. Il laisserait simplement la vérité se dresser au centre de la pièce et les forcerait à la regarder. Lorsqu'il eut terminé, la salle d'audience était silencieuse, non pas en signe de révérence, mais en signe de jugement. Le marteau du juge frappa la salle comme le tonnerre, sec et définitif. Toutes les charges retenues contre le commandant Tyrone Maddox furent rejetées avec préjudice. L'audience fut ajournée, mais le combat, chacun le savait, ne faisait que commencer. Dehors, tandis que les journalistes affluaient et que les flashs des appareils photos éclairèrent les marches, Ellis le rattrapa. Il ne demanda pas où Tyrone allait. Il voulait seulement savoir ce qui allait suivre. Tyrone marqua une pause, les yeux levés au ciel, comme s'il cherchait une réponse que seul le silence pouvait apporter. Il resta silencieux un long moment, et lorsqu'il parla enfin, ce ne fut pas pour Ellis. C'était pour le système qui tentait de l'effacer. Maintenant, murmura-t-il, il allait disparaître, comme toujours. De retour dans les limbes d'un monde qui ne le voyait que dans son sang. Mais avant cela, il s'assurerait que chaque personne qui tenterait de l'écraser comprenne qu'il les voyait. Pas leur titre, pas leur pouvoir. Eux. 6 semaines plus tard, la première audience du Congrès commençait. Le sénateur Decker était accusé de complot et de manquement à l'éthique. Les témoignages de lanceurs d'alerte le présentaient non seulement comme complice, mais aussi comme l'architecte d'une dissimulation qui s'étendait sur des années. Dans le comté de Franklin, plusieurs policiers furent licenciés ou inculpés, leurs noms étant dévoilés lors d'une enquête fédérale. Le juge Rourke, autrefois fier et inflexible, déposa les documents nécessaires à une retraite anticipée. Pas de déclaration, pas de presse, juste le silence. Quant à Tyrone Maddox, il disparut, pas d'adieu, pas de tournée d'interview, pas de mémoire ni de documentaire télévisé. Juste un dossier scellé, un tribunal résonnant et une légende murmurée parmi ceux qui ont assisté à tout cela. Certains ont dit qu'il était rentré outre-mer. D'autres ont juré l'avoir vu monter à bord d'un train en direction du nord, sans rien porter qui puisse laisser présager un rang ou une reconnaissance. Personne n'a pu le confirmer. Mais ce qu'il a laissé derrière lui était plus retentissant que n'importe quel discours, n'importe quel verdict, n'importe quel drapeau drapé de justice. Il a laissé derrière lui une vérité. Et cette vérité, crue, indéniable et assourdissante, a fait trembler les murs du pouvoir comme les balles n'auraient jamais pu le faire.